Salut à tous. Alors dans la première vidéo, vous était décrit une proposition de système, et puisqu'il était impossible de tout dire en 17 minutes, voici une seconde vidéo qui va poursuivre sa lancée. Mais alors, vous l'aurez compris, il est super important d'avoir vu la première vidéo pour comprendre ce qui sera dit ici. C'est pourquoi, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Et pour ceux qui l'ont vu, juste pour se rafraîchir la mémoire, un très bref récapitulatif. Après une petite intro, vous était présenté le plan global du système. On y comprenait l'idée générale, partir de ce que nous vivons actuellement, appelé ici le pourtour libéral, et y développer une base communautaire pour répondre aux besoins primaires de ceux qui en ont envie. Car la participation à la base communautaire est sur base volontaire. Chacun peut donc y participer afin de diminuer ses frais, voire même d'avoir accès gratuitement aux biens et services qu'elle propose. Par souci de clarté, on a principalement parlé de potager commun et de transport en commun, mais comme expliqué lors du point sur les sociétés indépendantes, et encore à plusieurs autres reprises, la base communautaire peut s'élargir à d'autres thématiques. Par la suite, vous était présentée une liste d'avantages qui découlaient de la mise en place d'une telle base communautaire. Voici une liste de leurs titres. Puis, il y avait une proposition de transition vers ce système où était expliqué que faire émerger une base communautaire dans ce que nous vivons actuellement permettrait une transition douce vers ce système, ce qui évite nombre de conflits et rend donc cette transition plus plausible et facilement réalisable. Avant de terminer avec un petit mot de fin. Et dans cette vidéo-ci, vous trouverez chapitre 1, l'importance de développer une vision d'avenir. Chapitre 2, pourquoi cette proposition peut intéresser les gens de tous bords politiques. Pour finir, le chapitre 3, qui se dédiera aux réponses à vos questions, car vous étiez quand même un petit nombre à m'en avoir posé après la première vidéo. D'ailleurs, c'était super enrichissant, hyper intéressant, ça m'a fait super plaisir. Donc si après cette vidéo-ci vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai avec un grand plaisir. Chapitre 1, l'importance de développer une vision d'avenir. Si on a toutes et tous remarqué de nombreux problèmes actuels, sans une alternative claire, beaucoup de gens n'arrivent pas à se motiver pour aller aux actions afin de modifier le monde tel qu'il est. Et puis, sans alternative claire, beaucoup n'arrivent pas à imaginer ce qui pourrait advenir après. Est-ce que ce sera pire ou pas? Avancer à l'aveugle, c'est pas facile, et sans alternative, de toute manière, comment changer? Savoir à l'avance ce vers quoi on espère aller rassure, et surtout quand l'idée plaît, ça fédère et ça motive réellement. De plus, avoir une vision d'avenir prédéfinie permet de développer une stratégie adaptée à ce qu'on espère voir, mais surtout, ça permet de ne pas toujours se battre contre, mais se battre pour l'avènement de quelque chose qui, par sa présence, pourra remplacer durablement les effets néfastes contre lesquels la campagne se battait. C'est un avantage primordial, voire fondamental, pour l'accomplissement de toute campagne révolutionnaire ou politique. Et le mieux, c'est quand l'idée elle est simple, réalisable et vraiment intéressante pour tous. Simple. Pour fédérer le plus grand nombre, il est important que l'idée soit simple afin que chacun puisse se l'approprier et se la représenter facilement. Une idée trop complexe ou alambiquée pourrait perdre une partie de la population, ce qui pourrait manquer de fédérer. Or ici, l'idée est très simple. Utiliser les deux systèmes les plus connus actuellement. Mais pourquoi eux ? Si le fil de l'histoire nous a menés à créer deux systèmes presque totalement opposés, le libre-échange presque total et le communisme, c'est, à mon avis, parce que chacun d'eux représente une partie de notre nature. Car oui, je pense que les humains sont sociaux et individualistes à la fois. Mais du coup, comment les combiner ? Il me semble logique d'essayer de garder le meilleur de chacun d'eux. C'est pourquoi, si le communisme représente le côté social des êtres humains, il me semble judicieux d'en prendre une partie pour répondre aux besoins généraux et communs du peuple. Et si le libéralisme représente plutôt l'individualité, il me semble intéressant d'en prendre une partie pour répondre aux besoins plus spécifiques de chacun. Et sincèrement, je suis convaincu que dans quelques années, il est possible qu'on se demande pourquoi nous avons si souvent défendu un seul de ces deux systèmes qui représentent un pôle de notre nature, au lieu de viser un entre-deux qui nous corresponde davantage. Car oui, je me dis que dans quelques années, il est possible que viser un entre-deux nous apparaisse comme évident. Réalisable. Attention, il est très important que la proposition d'avenir proposée soit atteignable. Si elle est trop utopiste, pas assez de gens y croiront et elle n'adviendra simplement pas. C'est pourquoi, avant d'être parfaite, il faut qu'elle soit atteignable. Et vous l'aurez compris, c'est ce qui se passe avec cette proposition-ci. Je m'explique. Si vous souhaitez des utopies parfaites, qui espèrent et prétendent résoudre tous les problèmes, alors je vous conseille un livre qu'on m'a conseillé après la première vidéo, Penser l'économie post-capitaliste. Ce livre est très intéressant et d'ailleurs un très grand merci à celle qui me l'a conseillé, ça m'a fait super plaisir et franchement, lisez-le, il y a plein d'idées géniales. Malheureusement, je ne vois pas comment,
Au vu du contexte actuel 2025, nous pourrions refaçonner notre société aussi drastiquement. Non pas que nous ne sommes pas des millions à espérer un tel changement, mais des modifications aussi radicales nécessiteraient de faire tomber des cadres dirigeants, retirer du travail à de nombreux employés, renverser des familles entières, ôter à certaines personnes toute une vie de travail, et donc devoir se battre contre une grande partie de la population, ce qui diminue déjà drastiquement les chances de réussite. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait assez de force vive chez les activistes actuels pour envisager sérieusement un tel changement sociétal. Même s'il pourrait en valoir la peine. Non. Si espérer tout modifier du tout au tout d'un coup me semble un peu trop extraordinaire que pour être réalisable, on se rappelle ici, on part de ce que nous vivons actuellement pour y faire émerger une base communautaire, ce qui est très différent. Car on crée quelque chose qui s'insérera dans ce que nous vivons déjà, ce qui nous permettrait d'entrer progressivement dans un nouveau système sans avoir à faire tomber des familles entières, mais plutôt en leur ouvrant progressivement de nouvelles possibilités. Mais j'ai dit que ce système ne serait pas parfait, et effectivement, cette proposition n'est pas la promesse d'un idylle ou d'un aboutissement de l'humanité qui pourrait enfin écouler des jours heureux. Je crois pas du tout à une telle utopie. L'humanité est vivante, elle évolue avec les âges. La proposition ici se voit du coup davantage comme un pas vers un avenir meilleur, un pas parmi tant d'autres, mais un pas qui pourrait soulager nombre de maux, vus dans les avantages de la première vidéo, et un pas qui, je l'espère vraiment, pourrait vous intéresser toutes et tous, pour toutes et tous. Actuellement, la polarisation entre gauche et droite s'agrandit, et la difficulté sur Terre, c'est que nous y sommes coincés tous ensemble. Youpi! Je dirais même que nous dépendons énormément les uns des autres, et même de ceux de l'autre camp. Et oui, finalement, même les travailleuses dites indépendants dépendent complètement des autres. Et elles dépendent des lois du marché, de leurs consommateurs de biens ou services, des matières extraites par d'autres, etc., etc. Extrêmement peu d'humains peuvent se prétendre indépendants de la société humaine. Si vous ne me croyez toujours pas, regardez simplement autour de vous tous les édifices, les médicaments, la nourriture, l'art qui vous sont agréables et utiles, mais que vous n'avez pas construit ni cultivé vous-même. Jusqu'à votre langage, qui vous permet de développer vos pensées, a été édifié par d'autres. Contrairement à d'autres espèces, un bébé humain lâché en plein milieu du monde ne vaut pas grand-chose. Être humain, c'est avant tout vivre ensemble. Toute notre force vient du groupe. Même si c'est malgré nous, le fait d'être réunis au sein d'un même univers fait que nous sommes liés et unis. Et étant de la même espèce, ce clivage gauche-droite fait mal aux deux camps, car en découle une forme de honte d'être humain, puisqu'on a l'impression que la bêtise de l'autre camp nous humilie en tant qu'être humain. Consterné par l'autre bord politique, on aimerait pouvoir l'éradiquer. Mais même si on y parvenait d'un coup de baguette magique, il faut savoir que les camps finiraient par renaître. Ben oui, les gens de gauche peuvent engendrer un enfant de droite et inversement, tout comme il y a des gens qui changent d'opinion au cours d'une vie, ou encore des gens qui sont à droite sur certaines questions, à gauche sur d'autres sujets. Bref, l'éradication est simplement et purement impossible. Puisque la réalité nous impose donc de vivre ensemble, il nous faut dialoguer et développer un projet d'avenir intéressant pour tous. C'est pourquoi une vraie et bonne politique, selon moi, ne devrait pas chercher à être la représentation cliché d'une partie de la population et passer son temps à dénigrer les autres camps, mais devrait tenter de trouver une voie qui unit et qui réconcilie, puisque nous sommes voués à coexister. Mais est-ce que c'est impossible ? Pas si sûr. L'humanité partage 99,9% de son ADN en commun. Partout sur Terre, les populations ont des rêves, développent des amitiés, des familles, pleurent leur mort et aiment rire. Fondamentalement parlant, nous sommes davantage semblables les uns aux autres que réellement différents. C'est pourquoi je pense qu'en s'intéressant davantage à nos similitudes plutôt qu'à nos divergences, il est possible de trouver des voies communes et c'est ce que j'espère vous démontrer dans le prochain chapitre. Chapitre 2, pour les gens de tous bords politiques. Instaurer des potagers communs où la population pourrait participer librement, donc sans obligation, ne devrait, à ce que je sache, animer aucune opposition virulente. Dans un contexte de guerre environnante et de crise climatique, viser la sécurité alimentaire me semble être d'intérêt général. Je ne vois pas non plus en quoi cela pourrait déranger un parti que la population puisse participer au ramassage des déchets, en transport en commun ou à d'autres choses que offre la base communautaire afin de diminuer les frais de ces mêmes usagers. Mais afin d'être plus précis, j'ai tenté l'exercice de trouver pourquoi cette proposition peut plaire aux gens de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en faisant toujours bien attention qu'un argument pour l'un
ne soit finalement pas un désagrément pour l'autre. Vous allez le voir, je l'espère, chaque argument peut plaire à tous les groupes, mais parle davantage à certains. Alors bon, comme je suis pas dans tous les groupes moi-même, il est possible que j'en mécomprenne certains et que du coup je fasse des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si possible gentiment. Et si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas à les rajouter, on est là pour penser collectivement. Extrême droite. L'extrême droite, de ce que je comprends, a tendance à être nationaliste et, comme ils le prétendent, populaire. Donner l'accès à la participation pour faire tourner les transports en commun, etc., etc., afin que le peuple puisse en jouir plus facilement, ne semble pas être un affront à leur vision d'une nation unie. Au contraire, cette base communautaire me semble unir davantage le peuple et me semble donc être tout à fait bénéfique à leur idée d'une nation forte et unie, autonome. La droite libérale. La droite libérale parle souvent de liberté et le fait qu'elle ait peur de la perdre à cause de la gauche qui voudrait un État plus régulateur. J'ai l'impression qu'elle essaie de faire du concept de liberté vraiment son étendard. Or, sans cette base communautaire ouverte aux volontaires, tout le monde est contraint de vivre uniquement selon son portefeuille, ce qui bien sûr limite la liberté de chaque individu. Que l'État permette aux volontaires de pouvoir s'entraider facilement ne devrait donc pas les gêner. Au contraire, empêcher cette base communautaire de voir le jour, c'est ôter un choix aux gens et donc les priver de cette liberté. C'est donc au nom de la liberté, il me semble, qu'il devrait défendre également l'émergence de cette base communautaire. De plus, j'ai l'impression que la droite libérale a pour grand combat de soutenir les indépendants, et il me semble que pouvoir sécuriser facilement ses besoins primaires grâce à cette base communautaire peut vraiment aider tous ces indépendants centristes. Comme le communisme est de fait à gauche, le capitalisme est de fait à droite, ce qui déplace automatiquement tout l'échiquier ou vers la droite ou vers la gauche. Et cette proposition qui essaye de entremêler ces deux systèmes est, par essence, selon moi, ni à gauche ni à droite. Les personnes qui ne rejettent donc aucun groupe en bloc, mais pensent qu'il y a un peu de bon de chaque côté et que dans la nuance se trouvent les meilleures solutions ne peuvent, j'ai l'impression, qu'apprécier cette tentative de faire coexister ces deux modes de pensée, gauche et gauche radicale, qui partagent tant de valeurs communes que j'en ai fait un seul bloc. Pour ce qui est de la gauche et la gauche plus radicale, il me semble évident que faire émerger la base communautaire est un avantage. Alors certaines diront peut-être que ce n'est pas assez, mais j'espère qu'elles pourront au moins admettre que c'est quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps, et j'ai besoin de rebondir sur ce que je disais avant, si ce n'est pas parfait, visons d'abord quelque chose de réalisable, essayons déjà de faire un pas. Chapitre 3. Réponse aux questions et remarques. Ce système semble adapté aux grandes villes, mais pourrait-il fonctionner dans de plus petites agglomérations ? Pour les potagers communs, si en campagne ou dans les petites villes plus de gens ont un jardin et peuvent, s'ils le désirent, tenir un potager, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. De plus, avoir accès au savoir, aux techniques, aux matériaux et au financement étatique change complètement la donne pour beaucoup de gens. Et en se répartissant le travail, il est aussi possible de travailler beaucoup moins régulièrement. De plus, cela peut créer un lien social chez celles et ceux qui sont un peu plus esseulés. Ça pourrait aussi être un avantage pour les écoles qui pourraient y avoir accès. Pour les transports en commun, il est certain que leur utilisation est moins fréquente qu'en campagne. Il semble néanmoins intéressant que les citoyens puissent y participer selon leurs besoins et avoir un petit mot à dire sur leur organisation. Exemple. Les jeunes de différentes agglomérations vont à la kermesse d'un village en particulier. Ça pourrait être chouette que la population locale puisse organiser un bus exceptionnel qui ferait la tournée des villages à 2-3 heures du matin pour ramener ces jeunes chez eux et éviter à beaucoup de parents ces trajets nocturnes. Les transports, directement organisés par les villageois, seront bien mieux adaptés à leurs besoins. Peut-il y avoir des échanges intercommunautaires ? Le libéralisme dans lequel on vit actuellement continue d'exister. Donc dans un premier temps, j'imagine que les échanges intercommunautaires se feront sous la forme que l'on connaît. Mais il n'est pas à exclure que des bases communautaires s'allient et échangent des choses entre elles, formant des sortes de méga bases communautaires. Maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt pour en arriver là, mais c'est pas forcément à exclure. Dans la base communautaire, puisqu'on peut donner ses légumes et autres, quelle différence avec l'argent ? L'analyse de ce qu'est l'argent peut être très long, mais ici on peut raccourcir en disant que sa valeur est principalement fictive. J'entends par là que c'est parce que nous y croyons collectivement qu'une pièce ou un billet a de la valeur. Perdu sur une île déserte, on remarque très rapidement que ce n'est qu'un bout de papier ou un bout de métal, ce qui est vraiment très différent d'un aliment qui a une valeur nutritive ou même d'un transport en commun gratuit qui en fait nous déplace. Contrairement à l'argent, les denrées alimentaires périment, ce qui limite l'envie d'en emmagasiner à outrance.
De même pour les mois de transport en commun gratuits. Une fois que vous en avez assez, ça ne servirait plus à rien de continuer de travailler comme un forcené et vous pourrez laisser la place aux autres. Dans une certaine mesure, il sera possible de procéder à du troc, échanger vos paniers de légumes contre les services de quelqu'un, etc. Mais une fois encore, cela est très différent de la monétisation de toute chose. Cette base communautaire pourrait donc nous aider à sortir en partie de l'argent et, comme dit dans l'autre vidéo, nous mettre dans quelque chose de plus coopératif. Alors voilà, j'ai l'impression que j'ai été assez clair sur le sujet. Maintenant, si c'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à détailler votre question et j'essaierai d'y répondre au mieux. Ou si quelqu'un veut y répondre en commentaire mieux que moi, n'hésitez surtout pas. Quel genre de système décisionnel sera instauré? Pour cette question, je vais répondre en 2 temps. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut laisser ce point libre. Je m'explique. Il existe de nombreuses manières de prendre les décisions, autant avec des structures horizontales que pyramidales. Alors si on fige une seule manière de prendre les décisions et que malheureusement c'était pas la bonne, ça pourrait décrédibiliser toute l'idée, ce qui serait dommage. Et surtout que je ne suis pas convaincu que tous les groupes, dans toutes les cultures différentes, aient vraiment besoin du même mode de fonctionnement. Je propose un exemple. Un quartier familial voit un grand potager commun s'ouvrir près de chez eux. Les gens ont du temps et envie de s'y investir. Ce lieu devient presque un rendez-vous social avec une réunion mensuelle pour choisir ensemble ce qu'ils souhaitent planter, selon quelle méthode, etc. Ce qui finalement convient le mieux à ce quartier, c'est d'avoir opté pour une forme d'autogestion horizontale. Je vais être légèrement caricatural et je m'en excuse, mais c'est pour être plus facilement compris. Dans un quartier d'hommes et de femmes d'affaires surchargés, un potager a également émergé. La population du quartier n'a pas le temps ni l'envie de faire plein de réunions pour élaborer des stratégies de plantation, etc. Finalement, le potager ferme par manque de participation parce que l'implication demandée était trop grande. Or, dans un quartier similaire, également rempli de femmes et d'hommes d'affaires surchargés, ils ont opté pour une structure pyramidale avec un directeur qui organise tout. Après leur journée de travail, traders et banquiers peuvent venir cueillir quelques tomates pour se ressourcer. L'option pyramidale était simplement plus adaptée à ce quartier. Cette proposition de système, comme j'espère l'avoir démontré, doit rester le plus ample possible pour que chaque agglomération puisse se l'approprier et l'adapter à sa propre réalité. Deuxième partie de réponse. Cette fois-ci, je ne vais pas répondre comme un théoricien ou quoi que ce soit, mais plutôt comme un habitant qui verrait cette base communautaire arriver chez lui. Alors pour mon quartier, personnellement, je préconiserais une structure horizontale autogérée. Non seulement parce que je pense que c'est plus efficace pour que le peuple puisse avoir directement ce dont il a besoin, mais aussi pour inciter un maximum de personnes à connaître ces méthodes de fonctionnement, qui ont déjà fait leurs preuves dans différents domaines. Il y a de plus en plus de bars, de librairies et d'autres autogérés, et c'est des modes de fonctionnement qui marchent bien. Je pense donc que ça peut permettre à plein de gens de mettre un pied dedans, et du coup de pouvoir, par la suite, imaginer peut-être des politiques de démocratie participative, et c'est pourquoi, dans mon quartier, personnellement, je favoriserais ce type de fonctionnement. Comment gérer les calculs d'équivalence entre les différentes professions? Pour cette question, je vais vous faire 3 propositions avant de refaire un petit commentaire qui ressemble à ce qui a été dit précédemment. 1. Cette proposition émane du livre « Penser l'économie post-capitaliste ». Les habitants cotent les tâches selon leur pénibilité et les tâches les plus pénibles sont les mieux rémunérées. 2. Nous pourrions considérer que chaque travail est fondamentalement égal puisqu'utile et qu'une heure de vie de l'un est égale à une heure de vie d'un autre. Et du coup, une heure de temps de travail équivaut à une heure de temps de travail. 3. Les listes de travail où il y a moins d'inscrits sont probablement celles où les travaux sont les plus pénibles ou alors les plus compliqués à réaliser. Pour récompenser ceux prêts à faire ce que les autres ne veulent ou ne savent pas faire, et également pour motiver les gens à se lancer dans ces travaux moins évidents, des sortes de calculs se basent sur la quantité d'inscrits par travail en fonction des heures nécessaires pour faire le travail. Ici, nous avons vu 3 propositions, mais il en existe sûrement plein d'autres. C'est pourquoi, et j'insiste un peu sur ce point donc je vais un peu me répéter, trancher ce genre de questions trop prématurément serait pour moi une erreur fatale. Fixer une méthode universelle peut décrédibiliser l'idée générale si jamais celle choisie n'est pas la bonne. Et, une fois encore, je ne suis pas convaincu que tous les groupes aient forcément besoin des mêmes méthodologies. Rester ample, c'est permettre d'expérimenter, de refaire foisonner des cultures variées. C'est pourquoi je dirais que c'est aux communautés pilotes qu'il reviendra de trancher ces questions d'organisation interne. Ainsi, ce système pourra se construire au fur et à mesure, de manière organique. Et peut-être, dans le futur, certaines méthodes feront leurs preuves et se répondront davantage, et même au détriment de celles moins efficaces.
Maintenant, ça peut être un débat très intéressant en commentaire, donc n'hésitez pas à faire vos propositions ou à critiquer les propositions déjà faites. Mais il faudrait avoir plein de savoirs et savoir-faire différents pour participer à cette base communautaire. Pas exactement, les calculs d'équivalence sont là un petit peu pour ça, pour permettre à ceux qui le souhaitent de se spécialiser et quand même pouvoir avoir accès aux autres biens fournis par la base communautaire. Cependant, je pense que nous avons tous les capacités d'être beaucoup plus multiples et que ça pourrait vraiment nous aider à varier notre quotidien. Et je pense que ça dépend énormément de notre éducation. C'est pourquoi peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale sur l'éducation, parce qu'en fait, je suis convaincu qu'on peut tous sortir avec beaucoup plus de savoir-faire. Par exemple, on pourrait savoir tenir un potager, conduire un tram, conduire un bus, connaître les premiers secours, etc. Il faut savoir que pour conduire un tram, une seule semaine de formation suffit et je suis convaincu que tous nos ados pourraient sortir de l'école en sachant conduire un tram. Penses-tu vraiment que les gens auront envie d'y participer ? J'avais déjà plus ou moins répondu à cette question lors de la première vidéo, mais vu qu'on me l'a redemandé quelques fois, je vais essayer de me réexpliquer. De manière individuelle, son côté éthique, qui a réellement du sens, peut vraiment attirer plein de gens de notre génération. Mais je pense aussi que son côté pratique, qui peut permettre à plein de gens de finir leur mois, peut aussi attirer plein de monde. Sans compter son côté agréable. Diversifier son quotidien, aller au potager, créer du lien social. Bref, je pense qu'individuellement parlant, plein de gens seront attirés. Mais pour parler plus de masse, je pense que le comportement d'une population dépend énormément des mœurs culturelles de la société où elle vit. Et nous connaissons également notre penchant pour le mimétisme. Le système actuel utilise ça pour nous faire acheter un peu n'importe quoi, vu que même les trucs nuls font marcher l'économie, mais accompagné de bonnes explications, car elle est vraiment éthique et pertinente, si la base communautaire émerge dans notre système, je pense qu'il est fort probable, en tout cas qu'il est possible, qu'y travailler entre dans nos mœurs. Je pense que travailler à la nourriture du pays peut vraiment devenir quelque chose de commun, tout comme participer à ces rouages tels que les transports en commun. Donc, en fonction des villes et de comment ça rentre dans les mœurs de la population, je pense, en tout cas personnellement, que oui, il pourrait y avoir beaucoup de participants. On ne va pas retourner au Moyen-Âge! Alors pour commencer, peut-être que tout au Moyen-Âge n'était pas acheté, mais soit, ça va me permettre de relever différents points, ce qui est très bien. Agriculture urbaine. L'agriculture urbaine n'est certainement pas un enjeu du Moyen-Âge. Ils avaient de la place et faisaient ça plutôt en périphérie des villes. Par contre, c'est vraiment un enjeu actuel, et on a régulièrement vu pourquoi ce système favoriserait l'émergence de ce type d'agriculture. Insérer les technologies dans notre société. Dans le chapitre avantages de la première vidéo, on voit comment ce système pourrait permettre d'insérer avantageusement certaines technologies dans notre système. Bien évidemment, la problématique est bien plus vaste que ce qui y a été dit, mais elle pourrait déjà résoudre certains points, choisir son travail et diversifier son quotidien. Le manque de facilité de production et d'accès aux transmissions de savoir au Moyen-Âge poussait les gens à adopter le même travail que leurs parents. Actuellement, on le sait, les gens cherchent davantage un métier qui a du sens pour eux. Et comme on l'a vu lors de la première vidéo, au chapitre Avantages, en sécurisant les besoins primaires des gens, on peut leur permettre de prendre plus de temps pour trouver un travail qui a du sens pour eux. De plus, cette base communautaire permet de diversifier notre quotidien, chose qui avant était impensable, mais qui aujourd'hui est à notre portée. Au cours de l'histoire, il est probable que les gens du Moyen-Âge aient eu l'impression que leur mode de vie était éternel, qu'il y aurait toujours des chevaliers, des rois, etc., etc. Le recul que nous avons nous permet de remarquer que l'humanité évolue selon les âges. Croire que le système actuel est notre dernier étage est, selon moi, une vision dépassée et sans aucun recul. Surtout que ces dernières années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non. L'apparition des nouvelles technologies opère un changement radical dans notre société, sans compter les enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Personne ne peut nier que ceux de ma génération vont vivre des vies complètement différentes de celles de leurs grands-parents. C'est une époque charnière. C'est pourquoi, face à tant de changements, il est normal qu'on adapte nos mœurs et nos politiques. Le système actuel et nos politiques actuelles sont, je pense, dépassées depuis longtemps, et c'est pourquoi elles n'ont plus aucun âge d'or à nous offrir. Par contre, il pourrait sonner le glas de notre dernier âge. Or, notre histoire peut être encore très très longue et belle, avec différents âges d'or, mais pour ça, nous devons nous permettre d'évoluer pour répondre aux enjeux que les différentes époques nous imposeront. Et par les arguments de la vidéo précédente et celle-ci, j'espère avoir exprimé pourquoi, sur différents plans, je pense que cette proposition peut devenir un pas qui s'inscrit à travers tout ce déjà fait et ce à venir.
Et je terminerai avec celle-ci. Est-ce que tu penses réellement qu'une révolution est possible ? Je pense que beaucoup de gens, quand ils imaginent une révolution, pensent à l'imaginaire révolutionnaire du renversement. Et non, je ne crois pas en ça. J'entends par imaginaire du renversement les révolutions basées sur des petits ou grands groupes qui veulent faire tomber des dirigeants pour instaurer un nouvel ordre social. Le renversement fonctionne sous un régime dictatorial, quand faire tomber quelques personnes suffit à changer la donne, mais contre un système mondialisé où chacun participe un peu malgré lui, je pense qu'il faut davantage utiliser l'imaginaire révolutionnaire de la bifurcation. Bifurquer, c'est tourner avec toute la société vers un nouvel ordre social. Pour ça, il faut gagner la bataille culturelle, c'est-à-dire modifier les mœurs progressivement, se concentrer sur la création d'alternatives et prendre la politique. Et ça oui, j'y crois clairement. Comparé à il y a quelques années, les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Ceux qui, il y a 10 ans, se moquaient de moi parce que j'étais écolo ou autre chose, aujourd'hui sont conscients qu'il y a de véritables problèmes. Les gens comprennent bien mieux le fléau que représentent les gigantesques fortunes sur Terre. Il y a de plus en plus de vélos dans les villes. Bref, le monde change. Peut-être pas assez vite qu'espéré, mais le changement mental s'est déjà opéré dans un grand nombre de familles, et ce, dans toutes les classes sociales. Et on doit se rappeler les gigantesques manifs pour le climat qu'il y avait il y a quelques années. Ces gens veulent un autre monde. Alors, vu qu'il n'y a pas eu de réponse politique, il y a de moins en moins de manifs, mais ces gens n'ont pas disparu. Ils attendent, nous sommes des milliers à l'espérer, et l'histoire nous a montré à plein de reprises qu'il suffit parfois d'une petite étincelle, d'un petit événement pour enclencher quelque chose de plus grand. Donc oui, moi personnellement j'y crois, et c'est pourquoi je continue d'y travailler cœurs et âme. J'attends juste que cette petite étincelle démarre, mais quand elle sera là, on sera tous très heureux, et on est des centaines de milliers de millions à l'attendre. Et comme j'aime me le rappeler, toute cette société, c'est nous qui la façonnons, parce que c'est nous le moteur de cette destinée humaine. Donc en fait, c'est nous les maîtres de notre destin. Alors comme nous l'avons déjà fait plein de fois à travers l'histoire, oui, je pense que nous pouvons changer.